d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va pas faire quelque chose de nouveau. On va juste essayer de faire le tour sur tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Euh, je vais prendre toutes vos questions éventuelles. On va essayer de répondre aux questions. On va essayer d'avancer sur les points dans lesquels vous bloquez. Euh, Bien, donc je pense que je vais commencer par partager mon écran. Donc, pour aujourd'hui, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager vos codes si vous avez un problème quelconque. Et c'est ce qu'on va essayer de faire durant toute la séance. Donc, pas que des codes, bien sûr. Donc, si vous avez des questions sur le cours, il n'y a pas de problème aussi. Donc, on va essayer de répondre à ça. Pourquoi on fera ça? Étant donné qu'on n'a pas fait de cours, donc on n'a pas un nouveau TP. Donc, on va essayer de juste revoir ce qu'on a fait jusqu'ici. Et la semaine prochaine, donc, on aura un nouveau cours, un nouveau contenu. Autre chose, donc, tout ce qui reste pour ce semestre. Donc, on va essayer de toucher un petit peu à l'apprentissage non supervisé, donc notamment l'algorithme des cas moyennes. On va essayer aussi de toucher à l'analyse en composantes principales euh, et alors la vectorisation de matrices, singular vectorization. Euh, Et donc, ce qui reste, donc on aura donc au maximum deux séances qu'on va essayer dans lesquelles on va essayer d'aborder l'apprentissage profond. Donc, encore une fois, pour l'apprentissage profond, ça ne fait pas forcément partie de votre programme, mais j'estime que c'est très important pour vous, dans l'ère de l'apprentissage profond, d'avoir vraiment des connaissances par rapport à ça et de toucher à ça. Et je suis sûre que vous en aurez besoin durant votre projet de fin d'études. Voilà, donc je vais commencer par partager mon écran, mais d'abord je dois me retrouver puisque j'ai beaucoup trop de fenêtres. Bien, donc on commence du tout récent jusqu'au tout premier, donc selon le temps qui nous est consacré. Alors, la dernière chose qu'on avait fait, c'était les machines à vecteurs de support. Donc, on avait parlé du principe des machines, des machines à vecteurs de support. Euh, on n'est pas beaucoup trop rentré dans le détail de l'algorithme, mais donc on a eu une vision globale de ça.
Donc, on avait parlé on avait un petit peu comparé la, la régression linéaire, la régression logistique, pardon. On avait comparé la régression logistique avec les machines à vecteurs de support. Et on avait parlé de la manière dont on avait extrait le coût par rapport au coût de la régression logistique. Donc, on avait fait quelques transformations et on avait extrait quelque chose qui s'appelait le C, qui avait exactement le même rôle que celui de la régularisation en régression logistique, sauf que son effet était inverse par rapport à lambda dont on avait l'habitude de parler. Donc en régression logistique, lambda, plus lambda était grand, plus on régularisait, et plus il était petit, plus on se rapprochait d'une régression logistique sans régularisation. Et c'est donc l'effet du C dans les machines à vecteurs de support est inverse, étant donné que C est égal à 1 sur lambda. Et vous vous rappelez, donc on avait extrait 1 sur lambda, donc on avait juste ramené le lambda à l'extérieur euh, de notre fonction de coût. On avait aussi parlé un petit peu donc brièvement des vecteurs de support et on avait dit que SVM, ce que faisait ou VMS, les machines à vecteurs de support, donc on appelait ça machine à vecteurs de support étant donné que l'algorithme lui-même allait chercher quelques vecteurs, quelques X de notre base d'apprentissage, pas tous les X, mais quelques X, et il va donc se concentrer sur ça pour maximiser la marge. Et la marge, donc c'est la marge entre les exemples d'apprentissage des classes différentes. Donc, on essaie de maximiser cette marge euh, donc, qui va séparer les deux classes. Voilà, donc aussi un algorithme de minimisation. Et on avait dit que l'algorithme de minimisation allait minimiser le coût en fonction des paramètres, bien sûr, mais sous certaines contraintes. Et on avait parlé des contraintes, de la contrainte que si on est sur la classe 1, la fonction hypothèse avant d'appliquer la sigmoïde, donc notre fonction linéaire en fait, donc θ transpose multiplié par x, devrait être supérieure à 1 lorsque notre y appartenait à la classe 1. Et ça, donc on l'avait extrait à partir d'ici. Donc, on s'était dit qu'à partir de 1, donc lorsque notre z, qui est donc z qui est la fonction linéaire, z qui est égal à θ transpose fois x, lorsque z était supérieur à 1, donc le coût était minimum. Et du moment que le coût était minimum, donc ce qu'on cherchait. Donc, lorsque la classe est égale à 1, on a besoin que notre fonction linéaire soit supérieure à 1. Et lorsque la classe est égale à 0, donc on a besoin que notre fonction linéaire soit inférieure à moins 1. Et donc, comment on a obtenu ça? Donc, tout simplement à partir de la fonction de notre coût. La fonction du coût qui était moins logarithme 1 sur 1 plus exponentielle moins z. Donc ça, c'est lorsque y est égal à 1. Et ça, c'est lorsque y est égal à moins 1. Et donc, vous vous rappelez, c'est exactement la même chose qu'on avait dit lorsqu'on avait parlé de régression logistique. Euh, donc, on avait séparé les deux. On avait séparé le cas où y est égal à 1 et le cas où y est égal à 0. Et on avait deux fonctions du coup, deux conditions différentes. On les avait regroupées en une seule fonction du coup, pour simplification. Mais donc, à la base, on a une fonction de coût. La fonction du coût global, c'est la somme des deux. Mais on a une fonction du coût lorsque y est égal à 1 et une autre fonction du coût lorsque y est égal à 0. Et donc, c'est ce qu'on a ici. C'est les conditions qu'on a. Donc, lorsque notre fonction linéaire, lorsque notre étiquette, lorsque y est égal à 1, la fonction linéaire doit obligatoirement être supérieure à 1 et elle doit être inférieure à moins 1 lorsque y est égal à 0. Et on avait expliqué un petit peu comment on explique, comment essayer un petit peu de comprendre ça mathématiquement. Et on avait dit
qu'on voulait que la distance, euh, donc le produit, le, alors, comment on avait appelé ça? Donc, ça, c'est la norme de nos θ. Et ça, c'est la projection. Donc, P, ce qui est la projection de nos X sur θ. Et θ, donc, dans notre boundary, decision boundary, ce qu'on dessine dans notre decision boundary, c'est en fait nos θ. Donc, si je dessinais mon θ et si je faisais la projection de mon X sur θ, donc, lorsque la classe est égale à 1, la projection de mon X sur mon θ, sur mon vecteur θ, multipliée par la norme de θ, devrait être supérieure à 1. Et cette même projection, la projection de X sur θ multipliée par la norme de θ, donc distance, euh, la norme qui est la longueur du vecteur, d'accord? Donc c'est juste la longueur du vecteur. Donc la norme de θ inférieure à moins 1 lorsque je suis sur la classe 0. Euh, et donc comment on a obtenu ça? On a obtenu ça, donc le produit, la projection de X sur θ multiplié par la norme de θ, c'est exactement la multiplication du vecteur θ, la transposée du vecteur θ, multiplié par X. Donc c'est exactement la même chose. Mathématiquement, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que je perds ma connexion sur ma machine. A priori, ça partage toujours. Voilà, donc, et on avait très bien, mais j'ai l'impression que j'ai perdu la connexion sur mon PC. Donc, une seconde, je repartage. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Normalement, ça s'est réglé. Très bien, parfait. Euh, donc, on avait aussi parlé de données non linéairement séparables. Et lorsque nos données ne peuvent pas être séparées linéairement, étant donné que les machines à vecteurs de support, c'est un algorithme linéaire. Donc, on a envie de séparer nos données linéairement. Donc, lorsqu'on ne peut pas le faire, on va essayer de transformer nos données. Et donc, SVM nous propose d'utiliser des noyaux, kernels. Donc, au lieu d'aller nous amuser à chercher le degré du polynôme, comme on l'avait fait précédemment pour régler le problème de régularisation, donc SVM va carrément donc, ne pas avoir, donc on ne va pas essayer de chercher quel est le meilleur degré du polynôme ou quel degré on va élever, sur quel degré on va élever nos caractéristiques et quelles caractéristiques élever à quel degré. Donc au lieu de ça, on va juste utiliser des noyaux et on a un très grand ensemble de noyaux. Le noyau le plus connu, c'est le noyau gaussien et on va revenir justement alors, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, on va revenir sur la loi gaussienne, la loi normale. Et ça, donc, vous allez le retrouver très, très souvent en informatique. Il y a plusieurs algorithmes qui s'inspirent de la loi gaussienne. Donc, parmi les noyaux, donc, l'utilisation du noyau gaussien, qu'on appelle aussi Radial Basis Function, donc RBF, ce qu'on avait vu justement dans le TP.
Et le rôle de RBF ou le rôle du noyau gaussien, c'est tout simplement de transformer les données. Donc, au lieu d'avoir nos données originales, x1, x2 jusqu'à xn, on allait avoir f1, f2 jusqu'à fm. Et m, c'est le nombre d'exemples. Pourquoi? Parce qu'on va prendre donc, chaque caractéristique euh, de tout notre ensemble d'apprentissage et on va essayer de calculer la distance euclidienne entre cette caractéristique et tout l'ensemble d'apprentissage. Une fois qu'on aura ça, on divisera ça sur le standard deviation, donc l'écart type. Euh, donc l'écart type qui n'est autre que x moins x bar racine, x moins x bar au carré racine. Euh, Et donc, ensuite, donc, une fois qu'on aura trouvé ça, donc, on va élever donc, à l'exponentielle. Donc, exponentielle de notre exemple, notre x, moins un autre exemple de la base d'apprentissage, divisé sur la moyenne de cette caractéristique, et exponentielle, bien sûr. Donc, le nombre de caractéristiques qu'on va avoir après avoir transformé nos données va être le nombre d'exemples dans notre base d'apprentissage. Nombre d'exemples, donc x, si je prends donc ma base d'apprentissage de x1 jusqu'à xn, donc x1 va aussi être calculé par rapport à x1. Donc ça nous donnera exponentielle de 0. Euh, voilà, donc ici on va changer et bien sûr, donc si on fait ça, le nombre de paramètres va justement être au nombre d'exemples. Donc la somme de tous les paramètres, donc facteur de régularisation, terme plutôt de régularisation. Donc le terme de régularisation pour la fonction du coût va être donc tous les paramètres jusqu'à m qui est le nombre d'exemples de notre base d'apprentissage et non pas le nombre de caractéristiques. Et, et a priori, donc, si on utilise ça, si on transforme nos données, on va avoir donc une séparation non linéaire. Et c'est ce que va nous permettre de faire donc, les machines à vecteurs de support en rajoutant un noyau. Voilà, donc comment choisir parmi les algorithmes qu'on a déjà vus, la régression logistique, les machines à vecteurs de support. Et là, donc ce slide est intéressant étant donné que il résume bien tout ce tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, si vous vous rappelez, on avait commencé le tout premier cours par une vision très globale de l'apprentissage automatique. Donc, on avait dit que l'apprentissage automatique, c'était un apprentissage supervisé, un apprentissage non supervisé et un apprentissage par renforcement. Donc, bien sûr, ici aussi, vous pouvez trouver sur certains ouvrages et sur certains cours, l'apprentissage semi-supervisé, semi-supervised learning. Donc, apprentissage semi-supervisé, donc ça, on va pas rentrer dedans, mais ça existe aussi et ça fait partie de l'apprentissage automatique. Mais en général, donc, pour la plupart des enseignements, on va se focaliser sur apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé et apprentissage par renforcement. Donc, la partie apprentissage par renforcement, ça, je pense que vous êtes en train de le faire dans votre cours agent. La partie apprentissage supervisé, on a commencé par ça. D'ailleurs, durant le premier TP, le tout premier TP, on avait essayé de calculer des mesures de mesures de performance. Donc ça, c'était par rapport à l'apprentissage supervisé. Donc on avait essayé donc, les algorithmes qu'on a vus jusqu'ici. Donc on avait essayé les cas plus proches voisins, on avait essayé les machines à vecteurs de support, on avait aussi essayé les réseaux de neurones et les arbres de décision. Bon, les arbres de décision, je pense qu'on n'a pas le temps de le faire et je n'avais pas vraiment prévu de faire ça. C'est aussi un algorithme très intéressant, très simple à implémenter et très intéressant euh, en apprentissage supervisé. Vous avez aussi donc les arbres de décision, les forêts aléatoires. Euh, donc ça aussi, ça a pris une grande envergure les dernières années. Euh, donc depuis toujours, ça a été utilisé. Et forêt aléatoire plus récemment, donc c'est un algorithme intéressant.
Donc, on a eu une vision globale de ça. Ensuite, on a détaillé chaque algorithme et donc, on est arrivé jusqu'aux machines à vecteurs de support. Donc, maintenant, du moment qu'on a toutes ces connaissances, comment choisir l'un ou l'autre? Ça dépendra un petit peu de votre base d'apprentissage. Une règle qu'on peut utiliser, euh, mais qui peut changer. Donc, vous pouvez avoir d'autres règles. Donc, parmi les règles qu'on peut utiliser, c'est d'essayer de voir la taille de notre base d'apprentissage. La taille de la base d'apprentissage et la taille du vecteur caractéristique. Donc, lorsque mon vecteur caractéristique, le n, la taille du vecteur caractéristique, le nombre de caractéristiques d'un exemple dans la base d'apprentissage, est grand et le nombre d'exemples est petit, là, on va essayer de pencher vers une régression logistique. Lorsque n est grand, donc le nombre de caractéristiques et m est moyen, on va essayer d'utiliser une machine à vecteurs de support avec noyau quotient. Lorsque n est petit et m est grand, donc beaucoup d'exemples et pas beaucoup de caractéristiques, là, il est préférable d'utiliser donc soit une régression logistique, soit une machine à vecteurs de support, mais en créant de nouvelles caractéristiques. Et dans les deux cas, d'accord? Vu que n est petit, donc on aura besoin d'essayer de créer de nouvelles caractéristiques. Et on a vu que la création de nouvelles caractéristiques, donc c'est soit en machine à vecteurs de support, en, en utilisant des noyaux, soit en élevant, par exemple, à une puissance polynomiale, donc non caractéristique. Et donc, pour les réseaux de neurones, donc ça va être utilisé. Donc, ça marche à tous les coups et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est l'algorithme, c'est l'état de l'art dans plusieurs domaines. Donc, réseau de neurones et très bientôt, donc réseau de neurones profond. Et c'est ce qu'on va essayer de voir très bientôt. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, par rapport aux machines à vecteur de support? Est-ce qu'il y a quelconque question, que ce soit en TP ou en cours? Le TP, le TP qui est là. Donc, pour le TP, on s'était dit, le plus important pour nous, pour ce TP, c'est d'essayer de voir ce que ça donne, euh, comment on l'utilise et comment on choisit les noyaux et quels sont les noyaux qui vont nous donner donc une meilleure précision. Et comment obtenir justement les vecteurs de support. Donc, on n'avait pas vraiment parlé comment on allait choisir les vecteurs de support, comment SVM est en train de choisir ses vecteurs de support, mais on va essayer de le voir donc, durant le TP en essayant de visualiser ou d'extraire les vecteurs de support que SVM est en train de choisir. Et en fait, ça, c'est juste des indices dans votre base d'apprentissage, d'accord? Donc, c'est quelques vecteurs, quelques caractéristiques de votre ensemble d'apprentissage. Et c'est sur ça que euh, les machines l'algorithme va se baser pour maximiser cette marge, la maximisation de la marge entre les différentes classes. Pas de questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça va? Très bien. Donc, si tout va, donc je pense qu'on peut on peut revenir euh, au réseau de neurones. Donc, je reviens vers les réseaux de neurones. Alors, je dois aussi voir le TP.
Bien, je pense que vous avez vu le support. Euh, j'ai juste rajouté ou je pense que j'ai juste arrangé euh, ce qu'il fallait arranger et essayer de faire en sorte que ça reflète exactement ce qu'on a mis dans le TP, donc notamment cette partie, donc le calcul du gradient. Alors, rapidement, donc je rappelle l'algorithme des réseaux de neurones et ça, donc j'aimerais que vous maîtrisiez vraiment très très bien les réseaux de neurones, étant donné que votre module s'intitule Apprentissage automatique et réseau de neurones. Donc réseau de neurones, c'est très important et encore une fois, surtout à l'ère des réseaux de neurones et de l'architecture des réseaux de neurones. Réseau de neurones et réseau de neurones profond. Euh, donc le réseau de neurones, ce n'est autre. Donc, si on va sur le réseau de neurones le plus simple, le perceptron simple, donc c'est une régression logistique. Ce n'est autre qu'une régression logistique. Donc, on a des paramètres x1, x2, x3, donc jusqu'à xn. On a des poids on a des caractéristiques, pardon, x1 jusqu'à xn, on a des poids ou des paramètres, θ1 jusqu'à θn, donc les θ au nombre de nos caractéristiques, et on a une fonction de sortie. Cette fonction de sortie, donc une fonction linéaire à laquelle on applique une sigmoïde, donc qui va nous donner une probabilité, une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Et cette valeur comprise entre 0 et 1, c'est sur laquelle on va se baser pour dire, voilà, notre exemple appartient à telle ou telle classe. Donc, hθx. Donc, vous voyez, donc ça, c'est exactement la régression logistique qu'on a déjà vue. On ajoute donc le biais, comme toujours, donc x0 qui est égal à 1, qu'on va multiplier par θ0. Euh, donc, et un multiperceptron, donc ça, on va juste répéter, répéter les couches. Donc, rajouter autre chose avant pour avoir plusieurs couches et répéter le même algorithme. Donc, en fait, ce qu'on a dans un réseau de neurones, c'est plusieurs fonctions hypothèses. Et on appelle ça donc des activations. Donc, A1 de la couche 2 va être égal exactement à ça. Donc, la sigmoïde de θ transpose fois x. La sigmoïde de θ transpose fois x. Donc ça, c'est nos x. On rajoute le 1, qui est le biais, qu'on multiplie par le paramètre du biais, donc B1 de la première couche. Pourquoi de la première couche? Alors ici, c'est un 4, ici c'est un 3, et ici c'est un 2. B1, 2. Bon, là, il y a une erreur. Hein. Est-ce que j'ai fait ça sur les autres? Oui, là, c'est bon. Donc, B1, 2, c'est bon. Voilà, B1, 4. Non. Alors, ici, c'est B1, 2, donc de la couche 2. C'est le paramètre, le biais de la couche 2. Donc, activation 1 de la couche 2, c'est exactement donc la sigmoïde de la fonction linéaire de tout ce que j'ai avant. Donc, nos x, x1 jusqu'à x5, et le biais x0 qui est égal à 1. Donc, tout ça va être multiplié par les poids correspondants. Et on aura donc une première activation qui est comprise entre 0 et 1, une deuxième activation qui est comprise aussi entre 0 et 1, et là, on va changer les paramètres, nos θ. Troisième activation, donc A3 de 2, et donc ça va être aussi donc, la multiplication de B1. Alors, je suis au nœud numéro 3,
Donc, j'aurai le biais numéro 3. Donc, B3 de la couche 2. Alors, B3 multiplié par 1, donc c'est B3. B3, 2, plus X1 fois W3, 1, plus X2 fois W3, 2, plus X3 fois W3, 3, plus X4 fois W3, 4, plus X5 fois W3, 5. Donc le premier chiffre va correspondre au nœud de la couche suivante et le deuxième chiffre va correspondre au nœud de la couche précédente. Et on aura donc l'activation. On appelle ça activation, donc encore une fois, c'est l'appellation qu'on a dans notre cerveau. Donc on active un neurone lorsqu'on fait une action. Donc lorsque j'ouvre mon œil, je suis en train d'activer le neurone qui correspond à l'ouverture de l'œil. Et donc c'est pareil, donc activation pour dire que j'active ce neurone. Et l'activation, c'est l'étape où on applique la sigmoïde. Donc, avant l'application de la sigmoïde, on appelle ça juste notre fonction linéaire, qu'on appelle généralement Z. Euh, et après avoir appliqué la sigmoïde, donc sigmoïde de Z est égal à A. Donc, activation de tel ou tel neurone, de telle ou telle couche. Et on répète ça sur toutes les couches. Et là, donc, encore une fois, on parle aujourd'hui d'architecture, d'ingénierie d'architecture. Donc, comment choisir la meilleure architecture pour représenter notre réseau et pour construire notre réseau de neurones. Donc, ce processus se répète à chaque couche pour enfin avoir notre sortie, donc la dernière activation qui est notre fonction hypothèse et qui va nous dire est-ce que oui ou non cet exemple, cette entrée en bleu correspond à la classe en sortie, oui ou non. Donc, et là, comme toujours, donc on applique un seuil. Si c'est supérieur à 0,5, on va dire que c'est la classe 1, par exemple. Si c'est inférieur à 0,5, ça va être la classe 0. Et le seuil, bien sûr, peut changer. Donc, ça peut être 0,5, 0,4, 0,3, 0,8, etc. Donc, ça, c'est un multiperceptron, mais à une seule sortie. Mais généralement, donc dans la classification, on n'a pas seulement besoin d'une seule classe, mais souvent on a besoin de plusieurs classes. Et donc, on a plusieurs sorties. Et chaque nœud représente une classe euh, de notre ensemble de données. Euh, alors, on avait déjà parlé des probabilités qu'on aura ici. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que la somme de ces probabilités sera égale à 1? Vous vous rappelez? Donc ici, j'ai une certaine probabilité, ici aussi. Donc ça va être la probabilité d'appartenance à la classe 0. Ça va être la probabilité d'appartenance à la classe 1, probabilité d'appartenance à la classe 2, jusqu'à probabilité d'appartenance à la classe 9. Donc ici, donc, je rappelle, ce schéma qu'on est en train de voir, c'est le schéma d'un réseau qui a été proposé par Nielsen. Nielsen, je pense que vous pouvez trouver le livre. Je ne sais pas si je l'ai quelque part dans la note. Je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Voilà, donc Michael Nelson, je pense que c'est un livre intéressant. Je ne sais pas si c'est un draft ou un livre. Euh, bon, je vais juste mettre les questions de côté. Ah bah voilà, donc c'est ça. Merci Ahmed. Donc c'est le même, je pense.
Dans l'exemple ici des portes logiques, ça c'est intéressant aussi. Euh, donc, on n'utilise pas beaucoup ça, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à comprendre. Euh, voilà, normalement, c'est ça. Je suis en train de chercher le réseau. Voilà, donc c'est le réseau que je suis en train de présenter. Et je pense quelque part, il avait dit que ça allait atteindre, donc pas dans cette partie, mais plus tard dans l'implémentation. Donc ce réseau avait atteint les 95, quelque chose de précision. Voilà, je pense que ce livre est intéressant parce qu'il aborde d'une façon très simple les concepts d'apprentissage de réseau de neurones. Je pense que c'est intéressant à voir. Et je pense aussi qu'il y a plusieurs implémentations à l'intérieur, donc vous pouvez tester vous-même et voir ce que ça donne. Bien, donc je pense que c'est ce que j'avais mis ici. Alors moi, j'ai la version PDF, mais c'est pareil. Très bien, donc dans ce livre, justement, Nielsen mentionne que la précision est de 95,42 avec un réseau de neurones très simple avec une seule couche cachée. Donc, qui est avec la base aministe. Mais je pense que la base qui a été utilisée est plus large que ce qu'on est en train d'utiliser dans ce TP. Pourquoi on utilise une base plus petite? Parce que vous avez vu que ça prend beaucoup de temps et on est en train d'implémenter from scratch, de zéro. Et notre objectif, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire à chaque couche? Et moi, personnellement, la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de l'implémenter. Donc, je vous demande d'implémenter de zéro pour bien maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Et bien sûr, donc, utilisez les librairies pour comparer votre implémentation. Et bien sûr, ça va vous encourager aussi euh, à savoir que vous êtes sur le bon chemin. On avait parlé de... Voilà, je reviens sur ma question. Donc, j'avais posé la question par rapport aux probabilités que j'aurai ici. Et si je fais la somme des probabilités que j'ai en sortie, est-ce que ça va être égal à 1? Est-ce que la somme de ce que j'ai ici va être égale à 1, oui ou non? Pas forcément. Bien. Pour les autres, la somme est 1 si normalisée avec softmax. Bien, bien. Donc, on va arriver justement à la softmax durant nos prochaines séances avec l'apprentissage profond. Bien, pour les autres. Donc, effectivement, on avait déjà soulevé ce problème et on avait dit que on n'allait pas avoir des probabilités où la somme serait égale à 1. Euh, Pourquoi? Parce que chaque neurone que j'ai ici, et c'est la même chose pour pour la régression logistique, donc chaque sortie, chaque fonction hypothèse est indépendante de l'autre fonction hypothèse. Il n'y a aucun lien. Donc vous voyez, ce nœud que j'ai ici, euh, c'est euh, c'est l'activation de ces nœuds et de ces points. Et donc, il n'y a pas un lien entre un nœud et un autre nœud dans la couche de sortie. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas donc forcément les probabilités qui seront égales à 1, ni inférieures à 1, ni supérieures à 1. Donc, ça peut être inférieur et ça peut être supérieur. Donc, tout va dépendre de, de, de ce qu'a appris notre réseau de neurones durant son apprentissage et selon ces exemples en entrée. Donc, effectivement, pas forcément la somme qui est égale à 1. Mais bien sûr, ce qui est sûr, c'est que ce que j'aurai à l'intérieur va être compris entre 0 et 1, étant donné qu'on est en train d'appliquer une sigmoïde.
Donc, on avait dit qu'à chaque fois qu'on voulait entraîner euh, un réseau de neurones, soit un réseau de neurones, même en régression logistique, on devait changer notre output d'un seul chiffre jusqu'à un vecteur. Un vecteur, si je reviens, ça va être le vecteur que j'aurai ici. Donc, ça doit être un vecteur pour essayer de maximiser la probabilité euh, qui reflète la classe qu'on est en train de chercher. Et donc, pour mesurer la performance, on a besoin d'une fonction de coût. Donc, une mesure qu'on va essayer, un coût qu'on va essayer de minimiser. On avait parlé de la descente du gradient et on avait dit que si on voulait calculer, si on voulait appliquer la descente du gradient sur notre réseau de neurones, on, on pouvait faire ça et on devait calculer la dérivée du coût par rapport à chaque paramètre. Mais notre problème, c'est qu'on a un très très grand nombre de paramètres. Et si on faisait ça, donc on va se retrouver avec beaucoup trop de calculs. Et au lieu de ça, on a réfléchi à aborder donc la propagation, la rétropropagation, propagation en arrière, qui va un petit peu diminuer le nombre de calculs et ne pas calculer la dérivée de chaque paramètre, mais plutôt calculer des activations. Donc, dans tous les cas, on est en train de calculer les activations. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une propagation en avant. Donc, euh, euh, lorsqu'on veut calculer, alors une seconde, je pense que j'ai perdu ma connexion. Une seconde. Donc, le réseau de neurones, donc sa fonction, c'est fo- donc, encore une fois, à chaque couche, on va calculer une fonction linéaire, on lui applique une fonction logistique pour avoir une activation. Et cette activation va être l'entrée de la prochaine couche. Donc, pour la prochaine couche, ça va être la fonction linéaire de ce qu'on a trouvé dans l'ancienne couche multiplié par les paramètres. Euh, et ainsi de suite jusqu'à avoir la dernière couche. Et on avait dit que ça, on appelait une propagation en avant. Et donc, l'algorithme de la propagation en arrière, ça va utiliser la propagation en avant. Donc, on a calculé toutes les activations précédemment. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, on va juste utiliser ces propagations, ces activations qu'on a calculées en faisant la propagation en avant, on les multiplie par nos paramètres et on aura la dérivée de ce paramètre. Et en fait, ce qu'on calcule proprement parlé comme dérivée, ça sera seulement donc la différence entre l'étiquette réelle et ce qu'on a prévu, donc euh, notre, euh, notre fonction hypothèse, notre dernière fonction hypothèse de la dernière couche. Et donc, on avait essayé d'utiliser une règle. Donc, l'algorithme de la propagation en arrière utilise deux règles principales. La première règle, c'est la règle de chaîne. Et la deuxième règle, c'est la règle des dérivées. Donc, lorsque j'ai une dérivée de f plus g, donc la dérivée de f plus g prime, ça va être f prime plus g prime. On a donc
Bon, pas seulement deux règles. Donc, règle de la chaîne et règle des dérivés. Donc, pour la somme et pour la sigmoïde. Pour la somme, pour la sigmoïde. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Est-ce qu'on avait aussi utilisé le logarithme? Euh, donc, normalement, pour la somme et pour la sigmoïde seulement. Donc, encore une fois, la règle de chaîne nous dit que si j'ai une fonction gérant f ou g de f de x, si je veux calculer la dérivée de g, donc ça va être la dérivée de g par rapport à f multiplié par la dérivée de f par rapport à x. Et ça, donc c'est ce qu'on a appliqué pour trouver la dérivée de WA1. Donc WA1 de la quatrième couche, donc c'est ce poids que j'ai en vert. Et ce poids que j'ai en vert, si je veux calculer la dérivée du coût, alors pourquoi je calcule la dérivée du coût? Encore une fois, donc on a besoin de calculer les dérivées pour mettre à jour nos paramètres. Notre objectif, c'est la mise à jour de nos paramètres et quel que soit l'algorithme dans lequel on est. Parce que jusqu'à présent, et tout ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui, en apprentissage automatique et en apprentissage supervisé, on a toujours des paramètres et on a envie de mettre à jour ces paramètres euh, pour avoir une fonction objective optimale. La fonction objective, c'est ce que vous faites aussi, je pense, en méta-heuristique. Donc, on a toujours une fonction objective et en apprentissage supervisé, notre fonction objective, c'est notre coût. Donc, on a besoin de minimiser notre coût. Et comment on minimise notre coût? Donc, on va calculer la dérivée du coût et la dérivée du coût par rapport à chaque paramètre. Et ensuite, donc, ces dérivées par rapport à chaque paramètre, on va les soustraire à nos paramètres pour essayer d'avoir un meilleur paramètre qui est en train de diminuer notre coût. Donc, pour trouver la dérivée du paramètre, donc pour mettre à jour chaque paramètre de notre réseau de neurones, on a besoin de calculer la dérivée du coût par rapport à ces paramètres, ensuite soustraire cette dérivée du paramètre en question. Et on le fait donc sur toutes les couches. On avait commencé par la dernière couche, ou l'avant-dernière couche, étant donné que la dernière couche n'a pas de paramètres, donc l'avant-dernière couche, et donc on avait pris l'exemple de W11 de la couche 4. Donc c'est ce qu'on a ici en vert. Pour trouver la dérivée de W11 de la couche 4, on s'était dit que ça allait être justement, qu'on allait justement appliquer notre règle de chaîne. Donc, ce que j'ai au niveau de A14, donc W11 de la couche 4 est responsable de l'erreur qui va être causée dans A14, non pas dans l'erreur qui va être causée dans A24, donc pas dans le deuxième nœud, mais seulement dans le premier nœud de la couche de sortie. Et on voit ici que W11 va aller de l'activation 1 de la couche 3 jusqu'à l'activation 1 de la couche 4 et non pas à l'activation 2. Donc, on aura besoin seulement de cette dérivée. Donc, la dérivée du coup par rapport seulement à ce premier nœud. Donc, la dérivée du coût par rapport à WA1 va être donc la dérivée du coût par rapport à tout ce qui est composé, toutes les fonctions qui sont composées à l'intérieur du coût. Donc, le coût, c'est une fonction de l'activation du nœud 1 de la couche 4, mais l'activation du nœud 1 de la couche 4, c'est une fonction sigmoïde de la fonction linéaire qu'on avait appelée le z, donc Z14. Et Z14, c'est la fonction linéaire de W1 multiplié donc des poids qu'on a ici, les deux poids W11 et W21. C'est W12 ici. Est-ce que c'est W? Alors W11. Voilà, W12, c'est ce que j'ai en bleu. Ce n'est pas ce que j'ai en violet, c'est ce que j'ai en bleu. Donc W12, donc c'est premier nœud de la couche de sortie et deuxième nœud de la couche d'entrée.
Et c'est ce qu'on a mis ici. Donc, la dérivée du coût par rapport à W11, c'est en fait la dérivée du coût par rapport à 1 A1 4 multiplié par la dérivée de A1 4 par rapport à Z1 4 multiplié par la dérivée de Z1 4 par rapport à W11. W11, c'est ce qu'on a en vert. Et pourquoi on a fait ça? Car donc, le coût, c'est A chapeau qui est la vraie classe, moins l'activation de la quatrième couche. Mais l'activation de la quatrième couche, c'est la sigmoïde de la fonction linéaire de la quatrième couche. Et la fonction linéaire de la quatrième couche, c'est donc B1, c'est le biais, plus notre paramètre qu'on est en train de chercher, notre paramètre pour laquelle on cherche la dérivée, donc la dérivée du coût par rapport à ce paramètre, multiplié par l'activation précédente, donc l'activation de la couche 3, plus le deuxième paramètre, donc ce n'est pas ce qu'on cherche, donc le deuxième paramètre, 1, 2, c'est ce qu'on a ici en bleu, multiplié par l'activation de la couche 3, donc le deuxième nœud de la couche 3. Et bien sûr, c'est la norme ici, donc c'est la différence, la norme au carré. La différence des deux, la différence des deux vecteurs. Une seconde. Donc, je continue ici. Donc, ça, on a vu. Et on a besoin de W11. Alors, maintenant, on remplace. Donc, la dérivée du coût par rapport à l'activation 4, donc c'est 2 fois A, donc le réel, donc la vraie étiquette, notre Y ici, donc A chapeau 1, c'est Y. Et A, donc c'est notre hypothèse, c'est ce qu'a donné donc, notre réseau de neurones. Et bien sûr, donc je ramène le 2. La dérivée de la sigmoïde de Z14 fois A13. Et A13, donc comment on a obtenu ça? Donc c'est la dérivée de Z par rapport à W11. Est-ce que c'est ça? Alors, la dérivée de la sigmoïde, la dérivée de A par rapport à Z, donc c'est la dérivée de la sigmoïde, multipliée par la dérivée de ce que j'ai ici. Voilà, donc ça c'est une constante, ça part. Ça c'est une constante, ça part. Et ça, donc W114 fois A13. Donc cette dérivée nous donne A13. Et c'est ce qu'on a ici justement. Donc A13. Et ici, donc il nous reste seulement la dérivée de la sigmoïde de Z14, la dérivée de la sigmoïde de Z14. Donc en fait la dérivée de la sigmoïde, 1 sur 1 plus exponentielle moins z, donc ça c'est notre sigmoïde. Sa dérivée, c'est exponentielle moins z, donc ça vous connaissez. Donc c'est la dérivée euh, de la première partie. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Donc la dérivée ici de 1 multipliée par 1 plus exponentielle moins z, plus la dérivée de 1 plus exponentielle moins z fois 1 sur 1 plus exponentielle au carré. Donc ça vous donnera cette valeur. Donc vous allez sortir donc exponentielle comme facteur et vous allez vous retrouver avec la sigmoïde de Z1 fois 1 moins la sigmoïde de Z1. Donc ici, c'est juste des remplacements que vous allez faire pour obtenir cette valeur. Et cette valeur, en fait, donc la sigmoïde de Z1, c'est l'activation 4.
Et 1 moins la sigmoïde de Z1, c'est 1 moins la sigmoïde, c'est 1 moins l'activation 4. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, A1, 4 fois A moins A4. Et c'est ce qu'on va remplacer ici dans la dérivée de la sigmoïde. Et donc, on va obtenir 2 fois A1 chapeau, donc c'est ma vérité terrain, moins l'activation de la dernière couche, fois l'activation de la dernière couche, fois 1 moins l'activation de la dernière couche, multiplié par A3. A1, 3, donc multiplié par ce nœud. Et vous voyez ici qu'on ne voit même plus notre W11. Donc, il n'y a plus rien, il y a seulement des activations. Et les activations, dans tous les cas, on va les calculer, étant donné qu'on va faire un forward pass, qu'on va faire une propagation en avant. Donc, on voit que pour calculer la dérivée, on est en train de rien calculer en plus. On est juste en train de faire des multiplications par rapport à des choses qu'on a déjà calculées précédemment en faisant une propagation en avant. Et là, donc, je reviens à la comparaison avec la descente du gradient où on a besoin de calculer toutes les dérivées. Avec la rétropropagation, la propagation en arrière, on a besoin juste de multiplier ce qu'on a déjà calculé avec le forward pass. Et là, donc, bien sûr, c'est un gain de temps et de calcul. Donc, cette partie qu'on a là, on va la prendre et on va l'appeler delta 1, 4. Delta, donc c'est delta du premier nœud, c'est la dérivée du premier nœud. C'est la dérivée, c'est presque la dérivée, c'est pas toute la dérivée, donc il nous reste l'activation. Donc, on va juste appeler ça delta. Donc, delta du premier nœud, non, delta du premier paramètre, delta du premier paramètre de la couche 4. Voilà, donc delta du premier paramètre de la couche 4. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'aurais besoin de ça aussi? Donc W1 ici. Et c'est ce qu'on va avoir besoin pour calculer la dérivée de 1, 2. Dérivée de 1, 2, donc multiplié par A2. Alors, delta 1, 4. Alors, delta 1, 4, c'est la dérivée du coût à ce point. Donc, au point de A1, 4. Normalement, c'est jusqu'ici. Donc, on s'arrête là. Donc, c'est la dérivée du coût arrivée à l'activation A14. Donc, c'est 2 fois le Y, notre Y, a un chapeau, moins l'activation de la couche 4, fois l'activation de la couche 4, fois 1 moins l'activation de la couche 4. Donc, tout ça, on a appelé ça delta 1, 4. Et on fait la même chose, exactement la même chose, pour calculer delta 2, 4. Et delta 2, 4, donc euh, ça va être donc, au lieu d'avoir le coût, au lieu de dériver le coût par rapport au premier nœud, on va dériver le coût par rapport au deuxième nœud. Donc, ça va être A chapeau moins A 2, 4 et non pas moins A 1, 4. Et on sait que le coût, donc, le coût qu'on aura, le coût total, ça va être le coût par rapport à la première classe et le coût, donc plus le coût par rapport à la deuxième classe. Mais du moment que tout ça est séparé, donc je vais prendre seulement le coût de la première partie, le propager en arrière et le coût de la deuxième partie, donc de la deuxième classe, et le propager en arrière. Voilà, donc si on cherche la dérivée de W, donc on a trouvé la dérivée de W à 1, on va prendre la dérivée de W de 1, donc la dérivée 1, 2, pardon, donc ce que vous avez en bleu ici, W1, 2, donc ça va être exactement le delta de tout à l'heure, étant donné que donc, la première dérivée s'arrête ici, donc c'est la dérivée jusqu'à A1, 4, qu'on va multiplier par A2, 3 pour trouver la dérivée de ce paramètre qu'on a en bleu. Donc la dérivée du coût par rapport à W12 est égale à delta 1,4, ce qu'on avait calculé tout à l'heure, donc ce qu'on a ici, multiplié par A23, donc ce 2 qu'on a là. Si on veut chercher ce qu'on a ici en violet,
Donc, W de 1, c'est le paramètre du nœud, c'est le paramètre du nœud qui part de A13 vers A24. Et donc, ça va être notre delta 2. Et delta 2, c'est A chapeau 2 moins A de la couche 4, mais 2, de la classe 2. Donc, ce qu'on a ici, la partie en bas. Et bien sûr, donc, on va propager en arrière. Donc, on a appelé ça delta 2, 4, multiplié par A1, 3. Et enfin, donc, les deux parties qui restent, la seule partie qui reste, plutôt la partie rouge, donc W2, 2, va être la dérivée qui s'arrête là, qui s'arrête à l'activation du deuxième nœud. Et cette dérivée, donc c'est delta 2, 4 multiplié par A 2, 3. Donc la valeur que j'ai là. Et bien sûr, donc pour le biais, donc ça va être la dérivée qui s'est arrêtée là, au premier nœud, multiplié par B1, 4, et la dérivée qui s'est arrêtée là, qui est delta 2, 4, multiplié par B2, 4. Donc ça, c'est toutes nos dérivées. Et là, donc, on aura calculé les dérivées de tous les paramètres de la dernière couche. Absolument tous les paramètres. Juste en calculant donc des activations. Rien d'autre que des activations. Maintenant, si on veut calculer quelconque dérivée, donc de n'importe quel paramètre, pas de la dernière couche, mais de toutes les anciennes, les couches précédentes, on aura appliqué donc, quelque chose d'autre. Donc, le delta, le premier delta qu'on a calculé, c'est delta 1, 4 et delta 2, 4. Delta 1, 4 et delta 2, 4, donc c'était donc on a fait rentrer en jeu notre vérité terrain, notre Y ou notre A chapeau. Maintenant, si on veut calculer le delta à n'importe quel niveau de nœud, donc ça va être le delta précédent, le delta qui a été calculé précédemment, multiplié par le nœud en question. Donc si je cherche le paramètre que j'ai là, donc en fait le paramètre que j'ai là, ça va être le delta qui s'arrête à A13. Donc si je veux calculer W, alors comment on va appeler ça, ce W, donc ça va être W1, 1 de la couche 3. Donc, cette flèche que j'ai là, donc W11 de la couche 3, ça va être le delta 1, 3 multiplié par A12. Et si je veux aller jusqu'ici, donc si je veux calculer ce paramètre que j'ai là, donc pareil, ça va être delta 1, 2 multiplié par X1. X1 qui est lui-même une activation. Et on aura donc la valeur qu'on a là. Donc, en règle générale, c'est ce qu'on va appliquer. On va juste prendre la dérivée des couches suivantes ou de la couche qui est directement liée au nœud en question et qu'on va multiplier par l'activation de ce nœud en question. Et de cette façon, donc, on aura la dérivée du coût final par rapport aux paramètres de ce nœud. Donc, autre chose, maintenant, comment je peux calculer ce delta? Le delta à n'importe quel niveau. Donc, pour le delta 1, 4, ça c'était simple. On avait seulement le coût et on avait besoin de dériver seulement le coût. Donc, voilà la différence entre ce qu'on a prédit et ce qui était réel. Mais si je reviens plus tôt, donc si je suis là, si je cherche delta 1, 3, donc la dérivée jusqu'à ce point, ce qu'on sait, c'est que les paramètres que j'ai là, donc en fait, le nœud que j'ai ici, l'activation que j'ai ici, a contribué à une erreur à ce niveau, donc à la première classe, mais aussi à ce niveau, donc à la deuxième classe. Donc dans ce cas-là, ça ne va pas être seulement une seule dérivée par rapport à une seule classe, mais ça va être la somme de toutes les dérivées qu'il y a après.
Et du moment donc, qu'on a ça, donc on aura une somme de tous les deltas précédents multiplié par tous les poids précédents, multiplié par l'activation du nœud qu'on est en train de chercher, fois 1 moins l'activation du nœud qu'on est en train de chercher. Donc, si je cherche le delta 1, 3, donc J est égal à 1 et L est égal à 3, donc ça va être la somme de tous les deltas qui ont suivi, de tous les deltas de L plus 1. Donc, en fait, de delta 1, 4, multiplié par W 1,4, donc c'est le nœud en question, donc le J ne va pas changer, donc delta J ici, donc le J ne va pas changer, donc W, ça va être 1 et 2, mais J, ça va rester 1. Donc en fait, ça va être delta 1, 4 multiplié par W 1, 4, multiplié par l'activation fois 1 moins l'activation. Donc, ça, c'est la dérivée de la sigmoïde, n'est-ce pas? Donc, c'est l'activation fois 1 moins l'activation. La dérivée de ce que j'ai à l'intérieur. Donc, ça, plus delta de 4 multiplié par W de 1. Donc, ce que j'ai en violet, multiplié par l'activation fois 1 moins l'activation. Donc, A13 fois 1 moins A13. Et là, donc, on aura trouvé la dérivée jusqu'à ce point. Cette dérivée, donc delta 1,3, si je veux calculer la dérivée du poids, la dérivée du coût par rapport au poids que j'ai là, donc je vais juste prendre delta 1,3 que je vais multiplier par A12. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir tous les autres. Donc, la règle générale nous dit que si je prends un nœud, et je veux calculer delta de ce nœud précisément, donc ça va être la somme de tout ce qui est venu après ce nœud, mais qui est connecté directement à ce nœud. Donc ça va être ce poids multiplié par cette dérivée, multiplié par l'activation fois 1 moins l'activation, plus ce poids en violet, multiplié par cette activation, multiplié par cette dérivée, pardon, multiplié par l'activation elle-même fois 1 moins l'activation. Maintenant, si je prends ce poids, si je veux calculer la dérivée de 1, 2, si je veux calculer la dérivée du coup, la dérivée donc delta 1, 2, donc ça va être delta 1, 3 multiplié par ce poids, multiplié par l'activation fois 1 moins l'activation, plus delta 2, 3 multiplié par l'activation A12 fois 1 moins l'activation. Et ce que je sais, c'est que ce que j'ai calculé ici, mon delta 1,3 et mon delta 2,3, a été calculé en fonction de tout ce qu'il y a après. Donc en fait, ce que je vais calculer dans delta 1,2 va comprendre ce qu'il y a, l'erreur qui a été causée par ce nœud dans A13, mais cette erreur a été aussi calculée par rapport à l'erreur qui a été causée par ce nœud dans tous les nœuds suivants. Donc, à chaque point et à chaque nœud où on calcule la dérivée, on est en train de la calculer par rapport à ce qu'elle a causé dans tout le reste de notre réseau de neurones. Et c'est pour ça qu'on a des sommes partout. Je pense que j'ai encore une fois perdu ma connexion. Voilà, donc en règle générale, donc c'est la règle que je dois avoir et que je dois apprendre et que je peux aussi dériver. Donc comment obtenir ça? Donc ça, j'ai donné en devoir maison. Donc pour ceux qui les plus brillants, donc ceux qui veulent vraiment comprendre le pourquoi du comment. Donc comment on a obtenu ça? Donc logiquement, comment on obtient ça? C'est parce que si j'ai alors une seconde, je partage mon écran.
Donc, encore une fois, la logique me dit que si j'ai un certain paramètre ici et une certaine activation ici, l'erreur que va causer cette activation ne va pas seulement être dans le nœud qui vient après, mais ça va être dans tous les nœuds qui viennent après. Donc, absolument tous les nœuds jusqu'aux dernières classes, jusqu'aux classes que je suis en train de faire, de vouloir classifier. Et donc, pour calculer la dérivée, je dois calculer la dérivée et sommer toutes les dérivées des nœuds qui viennent après. Et si déjà donc, la dérivée des nœuds qui viennent après a été aussi calculée en sommant les dérivées qui viennent après, donc automatiquement, si je vais sommer seulement euh, les dérivées voisines, donc directement voisines, je suis implicitement en train de sommer les dérivés qui viennent dans les couches suivantes, étant donné que les dérivés directs sont aussi composés des dérivés des couches suivantes, et ainsi de suite. Donc, quel que soit le nombre de couches, même si on est dans un réseau profond, l'algorithme de propagation en arrière va toujours être fonctionnel et va toujours donner un bon raisonnement, étant donné qu'à n'importe quel nœud, je suis en train d'avoir les dérivés de l'erreur dans tous les nœuds suivants, et absolument tous les nœuds suivants. Voilà. Donc ici, donc j'ai un étudiant qui a déjà envoyé sa réflexion. Donc c'est très bien. Donc pour les autres, si vous voulez aussi essayer de comprendre comment on a eu cette formule, donc vous pouvez toujours le faire et l'envoyer. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de résumer pour avoir l'algorithme global, et c'est l'algorithme qu'on a demandé d'implémenter dans le TP. Donc, si je reviens sur le TP, alors première partie, c'est de calculer le coût. Et le coût, c'est donc en prenant donc cette formule. Euh, donc ça, c'est le coût de la dernière couche. Maintenant, pour la dérivée du coût, on va appliquer donc l'algorithme qu'on vient de voir et les formules justement qu'on vient de voir. Donc n'importe quel delta, donc le delta de la dernière couche, ça, il a un calcul spécial étant donné qu'il est en train d'utiliser la vérité terrain, mais pour tout le reste, donc ça va juste être euh, delta 2, qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc, donc la dérivée de la sigmoïde. La dérivée de la sigmoïde, normalement, c'est ce qu'on a fait ici. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Donc c'est notre delta. Voilà, donc c'est notre delta. Donc delta multiplié par nos poids, multiplié par la dérivée de la sigmoïde. Et la dérivée de la sigmoïde n'est autre que la sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. L'activation fois 1 moins l'activation. Et c'est ce qu'on a dans notre TP. Donc la dérivée de la sigmoïde, c'est donc ici. Donc ça va être A2 fois 1 moins A2. Et ici, donc, c'est nos paramètres multipliés par, par notre delta. Et c'est ce qu'il y a exactement là. Donc, c'est delta fois le paramètre. Donc, j'ai juste inversé ici. W. Donc, ici, c'est la somme pour delta, mais la somme, donc, on l'a juste représentée dans le TP par θ transpose fois delta, donc delta qui est un vecteur, et θ qui est aussi un vecteur. Et delta, donc delta 2, c'est tous les deltas de la couche 2. Si j'ai un vecteur. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Delta 2 est égal à θ transpose fois delta 3 multiplié élément par élément par la dérivée de la sigmoïde. Delta 2 transpose fois delta 3. Delta 2, donc c'est tous les paramètres de delta 2.
Voilà, ici, delta 2 c'est une matrice, d'accord? Donc ici, delta 2 non, normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc delta 2 c'est une matrice. Delta 3 c'est un vecteur. Et là, on va obtenir un vecteur qu'on va multiplier élément par élément. Et on va trouver justement delta qui est aussi un vecteur. Et ça va être donc les valeurs qu'on a là. Donc delta 1, delta 2, delta 3. Delta 1 de 2, delta 2 de 2, delta 3 de 2, et ainsi de suite. Donc normalement, il n'y a pas d'erreur, tout est bon. Donc en conclusion, on calcule d'abord la dérivée du coût par rapport à chaque poids, incluant bien sûr le biais. Alors ici, donc delta JL multiplié par 1, étant donné que x0 du biais est égal à 1. Donc on va se retrouver directement avec notre delta. Et tel que delta d'une couche est dérivé de delta de la couche suivante. Donc, delta est égal à la somme, donc la somme qu'on vient de voir. Donc, c'est le paramètre multiplié par le delta, multiplié par l'activation fois 1 moins l'activation, et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, delta multiplié, donc θ multiplié par delta, ou delta multiplié par θ, la même chose, multiplié par la dérivée de la sigmoïde, la dérivée de la sigmoïde qui est l'activation fois 1 moins l'activation. Très simple à calculer. Maintenant, donc, l'algorithme, finalement, l'algorithme de la propagation en arrière, c'est quoi? Donc, d'abord, on initialise aléatoirement les poids, donc nos W et notre biais. Ensuite, euh, on va initialiser la dérivée à zéro. Pourquoi à zéro? Parce qu'on va l'accumuler à chaque fois. Donc, la dérivée de chaque paramètre de tout notre zéro va être initialisée à zéro. Ensuite, pour chaque exemple, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de calculer d'abord donc l'activation, toutes les activations. On va faire une propagation en avant. Une fois qu'on aura fait une propagation en avant, on va essayer de calculer la dérivée de la dernière couche, donc delta J de la dernière couche, L. Et pourquoi on la calcule séparément? Parce que c'est la seule dérivée où on a besoin de la vérité terrain. Toutes les autres, on aura besoin seulement de l'activation. Et rien d'autre que l'activation, et bien sûr des dérivées qui ont été calculées précédemment. Donc, la dérivée, donc delta J de L, de la couche L, de la dernière couche, est égale à 2 fois la vérité terrain, notre Y, moins notre activation ou notre hypothèse de la dernière couche, donc Hθ de X ou HW de X, fois l'activation de la dernière couche, fois 1 moins l'activation de la dernière couche. Donc ça, c'est exactement l'hypothèse qu'on a calculée. Et ça, donc, on va le faire pour chaque 2, pour tous les J. Donc, J ici représente le nombre de classes. Une fois qu'on aura calculé ça, on va essayer de calculer delta pour tous les neurones des couches précédentes. Et delta des neurones des couches précédentes, c'est donc le delta suivant fois WKJ, donc c'est le poids qu'on est en train de calculer. Donc J ici, c'est le même J. Donc delta d'un certain nœud va être lié au poids de ce nœud et K va changer. Donc K va prendre toutes les couches suivantes. Et c'est ça qui va représenter l'erreur, la propagation de l'erreur. Donc J, le poids J a été utilisé dans tous les nœuds K, donc de 1 jusqu'à K. Dans ce cas-là, donc on va sommer cette erreur, donc toutes les erreurs qui ont été causées. Donc delta multiplié par WKJ, J est fixe pour le nœud J, et K va être tous les nœuds suivants à J. Et bien sûr, donc, l'activation de J fois 1 moins l'activation de J. Donc ici, c'est un J. Hein. Ici, c'est un J. L'activation de J fois 1 moins l'activation de J. Ici, c'est un J. Alors, je change maintenant parce que sinon, je risque d'oublier.
Donc, J, I, voilà. Donc, delta J, et donc c'est l'activation du moment que je suis en train de chercher delta de ce J, donc ça va être l'activation de ce J fois 1 moins l'activation de ce J. On calcule le gradient du coût par rapport à chaque poids et le biais pour l'ensemble de l'entraînement. Le gradient du coût, donc, c'est le delta multiplié par l'activation de la couche précédente. Et donc, ça va me donner donc, la dérivée du coût par rapport à ce WJK. Et là, donc, on a changé de cas. Maintenant, c'est AK. Donc, je cherche la dérivée de WJK. Donc, ça va être delta J multiplié par AK de la couche précédente, bien sûr. Et pour le biais, donc, on multiplie par 1. Donc, c'est la même valeur. On va cumuler le gradient et le poids. Donc, on les a déjà initialisés à 0. Donc, on va cumuler ce qu'on a calculé. Pour le biais et pour le W, il n'y a pas d'erreur jusqu'ici, ça va. Et enfin, donc, une fois qu'on aura terminé tous les exemples, on va calculer donc la moyenne de ces dérivés, donc 1 sur n, par rapport à tout ce qu'on a cumulé. Mettre à jour les poids et les biais en utilisant l'algorithme de la descente du gradient. La descente du gradient nous dit que le nouveau poids va être l'ancien poids à laquelle on va réduire la dérivée et bien sûr multiplier sa dérivée par le taux d'apprentissage. Donc ça, c'est notre descente du gradient qu'on connaît. Et on répète les étapes de 2 jusqu'à 5. Donc, l'étape 3, donc c'est pour tous les exemples. Donc, on va boucler sur tous les exemples. Une fois qu'on aura terminé jusqu'à la phase E, donc 3 jusqu'à la phase E, on va moyenner ça, donc diviser sur le nombre d'exemples. Donc, on divise sur le nombre d'exemples et on répète encore une fois jusqu'à convergence et on répète ça. Convergence, c'est-à-dire que l'erreur ne va plus changer, c'est-à-dire que la dérivée ne va plus changer, ou bien on a atteint le nombre d'itérations maximum. Et donc ça, la convergence, c'est exactement la même convergence qu'on a déjà vue dans la descente du gradient. Donc c'est l'algorithme de la descente du gradient, sauf que maintenant, la dérivée va être calculée d'une façon différente. La dérivée va être calculée en fonction des activations et seulement des activations. Voilà, normalement, c'est tout ce qu'il y avait dans les réseaux de neurones. Euh, J'insiste sur l'algorithme de la propagation en arrière, étant donné que c'est important dans votre cours et vous devez vraiment comprendre ça. Donc, pour l'implémenter, c'est très simple. On est juste en train de multiplier par des activations. Mais pour le comprendre, donc je vous propose de prendre le temps de bien le comprendre et vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Euh, il faut juste comprendre comment en fait, pas comment, mais pourquoi on est en train de calculer des activations. Et en fait, les activations nous viennent seulement de la règle de chaîne où on a besoin de calculer, donc pour calculer la dérivée d'un coût qui est composé de plusieurs choses, on va essayer juste de le diviser. Donc, diviser pour régner. On va calculer le coût par rapport à la première fonction, la première fonction par rapport à la deuxième fonction par rapport à la troisième fonction, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au paramètre en question. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Donc, par rapport à son implémentation, ce que vous devez implémenter en TP, donc ça va être juste seulement un forward pass. Une fois que vous aurez fait le forward pass, vous allez juste multiplier, faire certaines multiplications et des sommations pour avoir la dérivée et pour mettre à jour vos paramètres. C'est sûr que ça va prendre du temps. C'est un algorithme coûteux. Mais donc aujourd'hui, avec toutes les librairies, ça devient beaucoup plus rapide, avec toutes les capacités aussi, les GPU, les CPU. Donc tout ça, c'est devenu très rapide et c'est pour ça
que c'est vraiment à la mode. Euh, mais aussi pas que le matériel, mais aussi parce que c'est un algorithme vraiment très performant. Donc, les réseaux de neurones sont des algorithmes très performants. Il y a vraiment un très bon fondement mathématique derrière. Et c'est pour ça donc, que ça donne de bons résultats. Bien sûr, parfois, on dit qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe à l'intérieur. Euh, c'est pour ça que certains chercheurs sont un peu sceptiques par rapport aux réseaux de neurones. Euh, mais la vérité est là. Ça donne les meilleurs résultats aujourd'hui. Selon l'état de l'art et selon la recherche à laquelle on est arrivé, les réseaux de neurones, c'est ce qui marche le mieux. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions, ça va? J'espère que vous n'êtes pas endormi. Ah, je n'ai pas vu vos questions. Je pense que c'était la somme est ainsi normalisée avec ça. Ah non, non, ça j'ai vu. On a perdu le partage normalement, c'est bon. Pas de questions, c'est clair. Très bien, très bien. Donc, si c'est clair, donc je vous remercie. On se voit. Donc, dimanche, ça sera en présentiel normalement, hein, n'est-ce pas? Normalement, on aura une semaine en présentiel. Ensuite, ça sera que du distanciel jusqu'à l'arrêt de cours, je pense. Bien, bien. Donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous.